Bonjour, aujourd'hui je reçois notre détective du transgénérationnel préféré, Hélène Nicolet. Bonjour Hélène. Bonjour Daniel. Alors Pour un comme je... sujet Voilà, un peu compliqué, c'est mais c'est- c'est- nécessaire. c'est aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des enfants nés d'adultère. Dans le transgénérationnel, c'est un sujet en effet, comme tu le dis, très lourd, très compliqué, ou qui peut paraître lourd et compliqué, mais tu vas savoir nous l'aborder avec ta finesse et ta délicatesse. Et on va y aller comme sur une autoroute et on va être tout oui à tes mots et à tes observations Merci. au cours des périodes. Donc, comme je l'ai dit, je fais la piqûre de rappel comme à chaque fois. Tu es détective des mémoires transgénérationnelles, toujours un Oui. intitulé aussi merveilleux. Tu es auteur, formatrice, conférencière. Tu reçois des personnes en soins, en accompagnement. Je Mhm. mettrai tous les liens d'infos en barre de description sous la vidéo, comme d'habitude. Et aujourd'hui, donc, le sujet, c'est les enfants nés d'adultère et aussi, bon, ben, causes et conséquences, si on peut dire, même si la cause, on peut la supposer. Et les conséquences, c'est aussi qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces enfants et comment ils rentrent dans le clan. Alors, Hélène, tout Oui. simplement, les enfants nés d'adultère, comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors, dans les témoignages que j'ai, beaucoup se posent des questions très tôt dans leur enfance. Très tôt, ils se sentent à part. Alors, quelquefois, physiquement, d'ailleurs, c'est noté, hein, il peut y avoir une différence de couleur des yeux, des cheveux, de la taille, de la couleur de la peau, etc. Donc là, c'est un peu plus flagrant, même si les adultes trouveront toujours des explications relativement plausibles à ces différences-là. Mais cet enfant, comme dans tous les clans où il y a les secrets, il y a une certaine prescience il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ce qu'on me raconte. Et ils vont se construire là-dessus, avec beaucoup de doutes, avec peut-être une rébellion facile à certains moments de leur vie, particulièrement à l'adolescence, contre le père éducateur. Et donc, ils sentent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place. Ils sont même capables de dire franchement, tu n'es pas mon père et donc je ne t'écoute pas. Et même si les parents, donc le couple officiel, maintient que c'est faux, hein, voilà. Donc les enfants, ils ont cette sensibilité extrême d'aller poser des questions, d'aller s'intéresser à des choses qui pourraient mettre sur la voie, hein, du secret, les adultes. Voilà. Donc ça, ils sont très forts pour ça, les enfants. D'ailleurs, Dolto disait, dans une famille où il y a des secrets, les enfants et les chiens savent tout. Voilà. On ne peut pas les tromper. Voilà. Donc, je pense que c'est vrai. Les animaux, on ne peut pas les tromper. Et donc, les enfants non plus. Voilà. Alors, dans ces situations d'enfants nés d'adultère, moi, j'en rencontre beaucoup. C'est souvent des histoires tristes d'amour qui n'ont pas pu aboutir et aller plus loin, et où on a dû trouver rapidement un mari qui accepte, par exemple, une femme enceinte. Et donc, il y a ce côté de rapidité pour effacer la faute. Voilà. Mais on oublie de faire le deuil de l'histoire d'amour. Et l'idée de ces enfants qui sont en quête de leurs origines, ça va être toute leur vie d'aller questionner l'amour, l'engagement. Euh, comment ça s'est passé, comment vous m'avez conçu, où est-ce que vous vous êtes rencontrés, etc. Et ils vont tâtonner pour faire avouer. Alors, voilà, leur grand désir inconscient, c'est ça. Un enfant qui naît d'un adultère, en fait, il a plusieurs arbres à sa disposition
L'un qu'il connaît, puisqu'on lui transmet officiellement un arbre généalogique avec toutes les générations, les transmissions, les héritages. Et puis, il va soupçonner en lui une autre histoire. Et donc, théoriquement, quand il le sait et qu'il met en conscience, il a ce travail à faire de de faire les liens entre la famille officielle et puis le père biologique qui a transmis lui aussi des choses, bien sûr, inconsciemment. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, c'est comme chez les enfants adoptés, c'est intéressant de voir que on ne peut pas faire l'impasse sur la famille biologique. C'est impossible. Elle est en nous, dans nos veines, dans nos gènes, dans nos envies, dans les frustrations transmises. Et donc, forcément, cet enfant aura à cœur de transformer aussi donc, la famille éducative, officielle, et puis les transmissions de la famille biologique. Voilà. Alors, je pense qu'il n'y a pas trop non plus de différence, comme chez les enfants adoptés, hein, on n'adopte pas par hasard un enfant, même si c'est à l'autre bout du monde. Il y a forcément des liens qui se créent inconsciemment, hein. Les inconscients se rencontrent pour adopter cet enfant. Pour les enfants d'adultère, il peut y avoir aussi des effets échos entre les deux familles, des similitudes de situations, par exemple. Donc là, on a présenté un petit peu la base. Quand on parle d'enfants adultères, il y a aussi, on le voit au cours des différents siècles, on n'est pas encore dans le présent, dans le ici et maintenant, il y a ce qu'on appelait des enfants bâtards, euh, qui étaient conçus hors mariage et ils portaient ce fardeau d'étiquette euh, qui était véritablement un poids puisqu'il engendrait des jugements sur l'extérieur. Euh, Oui. ces enfants qui étaient nommés bâtards dans une famille, on va dire, classique, euh, Mm, qu'est-ce qu'ils ont transmis à leurs descendants? Quels peut être les regards sur la famille ou les mm, dissociations de regards sur la famille, pour le coup, qu'ils peuvent avoir transmis sur les générations suivantes? ouais. Alors déjà, un problème d'identité. L'enfant qui a un père biologique dans la nature, ce père n'a pas pu transmettre son nom et donc n'a pas reconnu son enfant. Donc il y a un problème bien souvent d'identité. Qui je suis? C'est des personnes qui peuvent se poser la question. Qui je suis dans mon couple? Pourquoi on m'aime? Qui je suis professionnellement, socialement? Ils portent pas le bon nom, celui qui les maintient solidement ancrés. Alors même si le père éducateur, qui sait ou pas l'histoire, peu importe, transmet tout son amour, donne le nom, l'inscrit vraiment dans son héritage et ses transmissions, l'enfant sait qu'il n'hérite pas du bon père. Et donc, il va y avoir déjà un héritage qui ne se fait pas. Il va hériter de quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, c'est des personnes qui peuvent chercher leur place. Euh, alors, un enfant bâtard, il peut être le premier du père biologique et le premier de la maman, mais il peut être aussi positionné autrement. Et donc, dans la famille officielle, il peut avoir une place différente de rang de fratrie. Ça aussi, ça questionne intérieurement, hein, sur qui je suis, où je me place, comment je me situe, etc. En étant non reconnu par le père biologique, il va y avoir un besoin de reconnaissance, un besoin d'en faire beaucoup. Ça, c'est vraiment inconscient. C'est l'enfant qui aura toujours à cœur de faire plus pour enfin avoir un regard positif sur lui. Que la maman le reconnaisse et lui dise, lui fasse des compliments, ça c'est un fait, c'est OK. Mais que le père fasse des compliments, le reconnaisse dans ce qu'il est. Et quand on n'est pas reconnu par le père, eh bien, il y a cette difficulté. Voilà. Alors, je ne sais pas de qui est cette phrase, mais voilà, je la donne volontiers régulièrement.
C'est une phrase qui dit j'aime comme j'ai été aimée par ma mère et je m'estime et j'estime comme j'ai été estimée par mon père, dans le sens où le père porte l'enfant plus loin. Il porte l'enfant à l'extérieur du nid familial. Il le pousse, son regard. C'est même pas forcément, il n'y a même pas besoin de mots. Hein. Quelquefois, les pères sont un petit peu handicapés pour dire je t'aime, je suis fier, etc. Mais juste le regard du père qui acquiesce, qui pousse l'enfant plus loin, etc. Eh bien voilà, hein, c'est cette quête-là que l'enfant bâtard aura. Voilà, il va y avoir cette reconnaissance. Alors ça peut être des gens, par exemple, qui vont se tuer au travail. C'est des personnes qui vont chercher une reconnaissance de leur hiérarchie, de leurs amis, et donc en fait, ils peuvent être corvéables et serviables tout le temps. On peut les déranger, ils seront là. Voilà. Hein. Donc, ils vont essayer de se faire reconnaître dans leur vie, d'avoir une valeur, parce que pour l'enfant bâtard, c'est compliqué de penser que son père ne veut pas de lui, le père biologique. Hein, il peut y avoir de cette idée-là aussi chez l'enfant. Mon père ne m'a pas aimé, ne m'aime pas, et donc, quelle est ma valeur aux yeux des autres? Est-ce que c'est vrai qu'on peut m'aimer? Hein, c'est des personnes qui peuvent questionner le couple beaucoup, le conjoint, pourquoi tu m'aimes, etc. Avec cette crainte ben, qu'on peut le balayer rapidement de sa vie. Voilà. Donc, alors, l'enfant naturel, le mot bâtard, il est moins usité. Il est usité dans la sphère intime familiale. Socialement, on l'entend un petit peu moins, mais on est baigné encore et on baigne encore dans l'inconscient collectif où l'enfant de la faute, il était montré du doigt avec la mère. Hein. Les hommes, ils sont absents de cette histoire-là. Pourtant, on est deux pour faire un enfant. Et les hommes, ils n'ont pas, voilà, il n'y a pas une pression sociale. Il y a quelques rares clans où on le force à épouser celle qu'il a mis enceinte, hein. Mais voilà, on n'en parle pas beaucoup. Par contre, l'enfant bâtard, il sait très bien qu'il est l'enfant de la faute. On le dit. Et jusqu'à récemment, hein, la loi française a changé par rapport à l'héritage. Et ces enfants, maintenant, sont reconnus comme les autres pour hériter. Voilà. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Autrefois, l'enfant bâtard, mettons, qui était conçu et né hors mariage, que même si les parents se mariaient officiellement, c'était un bâtard. Il était conçu, il était un enfant naturel et il ne méritait pas. Voilà. Même si les parents se mariaient et avaient d'autres enfants, il n'était pas considéré comme le numéro un. C'est comme s'il n'avait pas de place. Voilà. Ah, donc on porte encore ces mémoires d'enfants bâtards. Voilà. C'est des enfants qui vont toute leur vie souffrir d'une peur de ne pas être aimés, d'une peur du rejet. Et c'est vrai que dans la fratrie, si le père éducateur, pour revenir à l'enfant d'adultère, le père éducateur sait que, sent que c'est pas son enfant, peut montrer des différences et la fratrie peut jouer ce jeu-là aussi, d'être contre cet enfant un peu atypique, être un peu voilà, particulier, à part. Voilà. Alors après, ça peut susciter aussi de grands rêves. Il y en a qui me disent, oh ben moi, je dois être l'enfant du facteur. Alors ça, c'est le cliché, mais c'est aussi l'enfant d'un noble, voilà, d'un aristocrate. Il n'a pas pu se marier avec ma mère, etc. Hein, on peut imaginer. C'est un enfant qui peut s'évader beaucoup dans son imaginaire parce que ça peut le sauver parce que ça l'isole et ça le maintient dans une bulle un petit peu. Voilà. Euh, donc, ils sauront, ils peuvent être insatisfaits parce qu'en fait, ils attendent un seul regard, le regard du père, du vrai père. Hein. Voilà. D'ailleurs, il y en a qui le disent quand ils posent leur arbre et que leur histoire est connue.
Ils disent, j'ai mon faux grand-père et mon vrai grand-père. J'ai mon vrai père et mon faux père. Voilà. Donc, on ne dit pas le père biologique régulièrement comme ça dans le parler euh, spontané. On va parler de vrai et de faux. C'est intéressant hein, comme choix des adjectifs, plutôt que le père biologique ou le père éducateur ou le père adoptif, etc. Vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Eh ben, en fait, c'est des enfants qui baignent dans le vrai ou le faux, le secret. Et donc, ça va les interpeller tout le temps. Et ils attendent un seul regard, celui du père, et ils ne se satisferont pas de la hiérarchie qui va les encenser, de la médaille de mérite qu'ils auront gagnée quelque part, de la reconnaissance du conjoint, des voisins et des amis. Ça n'est pas suffisant. Ils seront toujours en quête de mieux. Donc, c'est des personnes qui peuvent s'épuiser, qui peuvent se fatiguer dans une quête perpétuelle, être dans une insatisfaction aussi, comme si c'était pas jamais suffisant. Voilà. Hein. Alors, l'enfant de la faute, quand la mère voit cet enfant, elle se remet dans le contexte. Quand elle voit chacun de ses enfants, elle se remet toujours dans le contexte de la conception, comment c'était à ce moment-là de sa vie. Est-ce que c'était joyeux? Est-ce que c'était gai? Est-ce que c'était triste? Est-ce que c'était lourd? Etc. Et l'enfant de la faute, forcément, il amène la honte dans le clan. C'est un enfant qui a cette capacité de cristalliser le clan sur le qu'en dira-t-on, et qu'est-ce qui va se passer, etc. Et donc, cet enfant, il peut sentir en lui et dans sa vie beaucoup de honte et de culpabilité. Et bien sûr, sans connaître la faute, hein, quelquefois, il ne sait pas du tout, mais il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il a un traitement particulier. Il est à part. Voilà. Alors, quelquefois, on devine dans les clans, dans les arbres qu'on explore, hein, on devine un enfant qui a un secret de naissance, de filiation. Dans l'extrait de naissance, quand alors, dans l'extrait, qui se déplace pour déclarer cet enfant à la mairie? Et quelquefois, on s'aperçoit que c'est pas le père, que ça peut être le grand-père, que ça peut être un oncle, accompagné d'un voisin, accompagné de celui qui va être le parrain. Et là, dans l'extrait de naissance, il peut y avoir la révélation du secret. Donc, voilà, hein, pour nos auditeurs, c'est intéressant. Allez voir les extraits de naissance et qui a déclaré l'enfant. Alors, on s'aperçoit dans certains extraits que, en fait, c'est le grand-père qui a systématiquement déclaré ses enfants. Ça peut être un voisin pour un des enfants et on peut soupçonner le père biologique, quelquefois. Donc voilà, c'est pas une règle, hein. Il peut y avoir un étranger à la famille parce que c'était la personne adéquate ce jour-là. Hein, voilà, hein, c'est pas non plus tous les pères biologiques, c'est pas les voisins. Mais c'est intéressant de voir, voilà, c'est cette démarche, elle peut, si vous voulez, s'inscrire justement dans une démarche de reconnaissance non officielle, mais on est là quand même. Voilà. Donc certains parrains peuvent être les parents, le père, les pères biologiques. On l'a vu hein, bien souvent. Et c'est une façon d'intégrer cet homme-là dans la sphère intime de l'enfant. C'est un homme, hein, le parrain, normalement, c'est le père de substitution si le papa disparaît. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui peut prendre le relais. Voilà. Ça peut être aussi pour lui une façon de montrer, s'il sait que c'est son enfant qui naît dans un couple plus loin, hein, pas chez lui, ça peut être pour lui une façon de montrer à l'enfant qu'il est présent. Voilà. Hein, donc, c'est intéressant de le voir sur ce plan-là, comme ça. Alors, dans son clan, à cet enfant naturel, hein, né d'adultère,
il va porter, comme je disais tout à l'heure, les mémoires du clan biologique. Et même s'il n'a jamais vécu avec, et même s'il ne connaît rien du tout de son histoire biologique, il va se trouver, ça c'est une des conséquences qu'on voit, il va se trouver à utiliser par exemple un certain vocabulaire qui n'a pas lieu dans la famille qu'il éduque. Il va se trouver à avoir des hobbies peut-être qui peuvent paraître un peu bizarres, atypiques dans le clan où il est éduqué. Il va y avoir peut-être des envies de partir dans un pays ou une région, euh, d'exercer un métier qui n'est pas dans le clan éducateur, etc., etc. Et peut-être que c'est la famille biologique qui parle à travers. Voilà. Donc, quand on sait que chaque clan a ses transmissions inconscientes, entraîne chacun des descendants vers des choses à explorer, à expérimenter pour transformer, améliorer, réparer, soigner, eh bien, la famille biologique est active là aussi. Voilà. Donc, ça peut être aussi une fracture dans la fratrie s'il y a d'autres enfants. Ça peut être difficile aussi à faire entendre, à faire comprendre. Mais il est possédé, hein, par cette famille biologique. Et justement, tu parles de famille biologique. Est-ce qu'il est possible, dans cette dissociation de naissance, plus ou moins, puisque l'enfant, qu'il soit informé ou non de sa véritable parenté, est quand même dans une dissociation, comme tu l'écrivais tout à l'heure, il le ressent, il le perçoit, il sait qu'il y a quelque Oui, chose qui n'est pas clair ou qui lui manque ou oui, quelque chose dans les informations. Et est-ce que dans les démarches de recherche parentale arrivées à l'âge adulte, quand l'enfant est heurté à des refus, à des rejets de la famille biologique, quels sont les impacts que ça peut générer sur la personne arrivée adulte qui aura été en quête et qui se retrouve face à des oui, murs, face à quelque chose, face à un réel obstacle, du rejet, que ce soit de oui, la part du père biologique ou même de la fratrie qui sera née d'une autre union en complètement. parallèle. Euh, c'est ça, c'est quelles sont les conséquences aussi de ces rejets-là. C'est très difficile. En fait, le père biologique, il continue sa vie. Et donc, comme tu dis, il peut créer son clan. Voilà. Et cet enfant, quand il se présente, par exemple, à l'âge adulte, la grande crainte, souvent, tout de suite, c'est ah, tu viens pour l'héritage. Et en fait, souvent, ces enfants n'ont même pas idée de ça. Ils se présentent pour connaître, savoir à qui ils ressemblent. D'où vient mes traits physiques? D'où viennent mes traits physiques? D'où viennent mon goût pour la musique? D'où viennent ma facilité à danser, par exemple, etc. C'est ça, en fait, le questionnement. Bien souvent, quand ça se passe à l'âge adulte, cette révélation, il y a énormément de colère contre la famille éducative qui a caché. Et donc, il y a un rejet de cette famille et l'enfant adulte part en quête du père biologique. Et il s'imagine, comme l'enfant qu'il est resté au fond de lui, être accueilli à bras ouverts. Donc, il y a une grande déception. C'est vraiment... alors, ils ont la peur, hein, tous, d'être rejetés, mais en même temps, ils rêvent de la porte ouverte. Voilà. Et en fait, le père biologique, il peut se trouver très embêté parce que soit il ne sait pas qu'il a eu un enfant, et donc il doit annoncer à sa famille qu'il a constituée ce qui s'est passé avant, hein, la rencontre avec son conjoint actuel, par exemple. Donc ça peut être difficile. Il y a des personnes qui ne veulent surtout pas bousculer leur vie, et donc ça leur crée trop d'émotions. Et puis peut-être que c'est qu'ils n'ont jamais oublié la femme avec qui ils ont fait cet enfant, un amour vraiment qui a été éperdu. Hein. Donc là aussi, ça ramène des souvenirs qui peuvent être douloureux.
Et donc, le rejet, il peut s'installer comme ça, hein, pour cet enfant-là. En tout cas, ce que je note, c'est que plus l'enfant apprend tardivement sa filiation, plus il va faire face, et le clan en entier va faire face à une rébellion, une colère, ça va être compliqué. Voilà. C'est souvent un passage. Il y a des gens qui sont obligés pendant quelques mois, voire quelques années, de couper les liens parce que c'est trop douloureux. Alors, il y a un livre, hein, je crois, qui s'appelle Né sous X, euh, qui a été écrit il y a quelques années en arrière, assez récemment quand même, par une journaliste et qui écrit son histoire et qui écrit sa façon qu'elle a eue de récolter les informations pour arriver à retrouver. Alors elle, c'était une enfant qui avait été adoptée. Et donc, voilà. Et elle a retrouvé sa famille biologique. Mais elle a appris très tardivement, à l'âge adulte, quand elle était déjà journaliste, sa filiation. Et elle en a énormément voulu à sa famille adoptive, même si elle les aime et que c'était une famille adorable, vraiment. Donc, il y a une peur de chaque côté. Les adultes ont peur, et puis les enfants ben, ont peur d'aller au-devant de déceptions ou de découvertes, en sachant que quand ça se passe bien, il peut y avoir de très belles révélations, et puis une très grande comment dire, c'est un amour qui est particulier, hein, qui se réveille à ce niveau-là, hein. Quelquefois, il y a des personnes qui n'osent pas appeler papa tout de suite. Ils l'appelleront peut-être jamais papa par le prénom ou autre, hein, ils trouvent un moyen. Mais ça peut être aussi une très belle histoire, une très belle relation qui se met en place, de complicité, de découverte de l'un et de l'autre, et puis de sentiment de complicité aussi à un niveau de ben, j'aime le jazz, et ben moi aussi, des découvertes de liens, et puis même une découverte, je pense à un exemple, où il y avait en parallèle le développement des enfants de la famille biologique et des enfants de la famille éducative, où voilà, il y avait des liens et des passerelles à faire aussi, hein. Donc il n'y a pas de hasard non plus dans les inconscients comme ça de ces familles-là qui se relient. Voilà. Ces enfants devenus adultes, ils sont tiraillés entre les deux clans. Ils sont redevables au foyer éducateur. Et puis, ils sont dans la curiosité de découvrir, ou pas d'ailleurs, hein. Il y a des personnes qui disent non, mais moi, j'ai pas envie de découvrir un père qui ne m'a pas élevé, hein, voilà. Mais beaucoup sont quand même dans une certaine curiosité. Surtout, alors ça peut être aussi pour des problèmes de santé, parce qu'en fait, les transmissions de maladies génétiques, par exemple, ou de fragilité de certains organes, etc. D'ailleurs, il y en a qui découvrent ça comme ça, d'ailleurs, par la santé, hein, qui est défaillante à un moment donné. Quand ils sont dans une quête de savoir d'où ils viennent, ils peuvent être dans une culpabilité d'abandonner le clan éducateur. Donc, voilà, il y a ce tiraillement-là intérieur qui est vraiment pas confortable. Il faut quelques mois, voire quelques années pour pacifier cette attitude et d'être bien chez les uns et chez les autres. Voilà, il y a ça aussi, hein, que c'est une transition qui n'est pas facile quand il y a la recherche en cours. Et tu parles de recherche en cours, mais on va prendre un exemple où l'enfant sait depuis son enfance qu'il est l'enfant de quelqu'un d'autre, d'un autre père, mais qu'il vit quand même avec un autre père dit éducateur. La difficulté aussi de se repérer à quel clan j'appartiens, comment ça se passe. C'est un petit peu cette mixité, c'est-à-dire d'un côté, il y en a un qui il connaît mais qu'il n'a pas reconnu, et de l'autre côté, qu'il connaît Oui, et qu'il l'a reconnu. Donc, c'est aussi de voir, et en plus, en fonction de comment il se positionne dans la fratrie, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est comment ça oui. se passe et quelles sont, encore une fois, les conséquences euh, sur sa vie à venir et sur les générations qui peuvent suivre, bien sûr.
Oui. D'ailleurs, il y a des personnes adultes qui vont faire des recherches quand ils vont devenir père ou mère à leur tour. C'est quelquefois, ils n'ont pas eu l'envie avant. Et puis au moment où ils s'engagent dans une relation durable et où il peut y avoir potentiellement des enfants, leur crainte de transmettre des fausses bases ou des bases pas assez solides, des questionnements, ils n'ont pas envie de transmettre ça. Et donc, ils se mettent en route à ce moment-là. Donc, il y a aussi un côté aussi, je ne veux pas renier le foyer éducateur parce que, voilà, et j'ai été aimée, j'ai été appréciée, on m'a portée, on m'a poussée, etc. Et puis en même temps, il y a cette euh, envie profonde, viscérale, vraiment, c'est la chair qui parle, un appel à aller voir quand même. Voilà. Donc ça, je m'aperçois que c'est souvent lors de la future transmission aux enfants. On a trop peur. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui viennent en consultation pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants. Hein, leur premier mot, souvent au téléphone, en prenant rendez-vous, c'est ah oui, je vois que ma fille va pas bien, je viens pour elle. Or, on travaille pour soi, pour balayer devant sa porte, et nos enfants, après, en bénéficient, etc. Hein. C'est un peu ça. Euh, Bien souvent, aussi, ces enfants qui apprennent sur le tard, tout le monde le sait, c'est comme les enfants adoptés, tout le monde le sait dans l'entourage, beaucoup en tout cas sans doute mais ne le disent pas. Et lui, souvent, il est en colère parce que c'est un des derniers à le savoir, ou le dernier. Hein, donc, il y a aussi sa valeur, en fait. Hein. Quand on n'est pas reconnu par son père, ça vient questionner quelle est ma valeur, qu'est-ce que je vaux. Voilà. Il y a des. Alors, il faut pas. Faut aussi élargir. Hein. Il y a des enfants qui ne sont pas reconnus par leur mère. Hein. Moi, j'ai vu des extraits où l'enfant est reconnu à 6 mois par la mère par le père aussi, hein, mais ça peut être aussi le père l'a reconnu avant. Hein, j'ai eu des cas comme ça. Et la maman, il y a des enfants, là, je pense à un exemple, à 11 ans. Voilà. Donc, il n'est pas reconnu. Donc, moi, je ne savais même pas que ça existait, en fait. Hein. Il y a ce côté-là aussi. C'est noté, en fait. Reconnu par la mère à telle année. Donc, voilà, c'est officiel. Voilà. Donc, c'est des enfants qui sont comme si c'était sur des sables mouvants. Ils sont là, ils sont nés, ils se sont incarnés, mais c'est flottant. Le socle, il n'est pas solide. Voilà, c'est ainsi. Alors, après, tout dépend aussi le contexte de la conception, parce que ça va amener des petites tonalités différentes. Si, par exemple, la mère est enceinte d'un amant, elle est en couple, dans son couple, ça va pas super bien, et puis elle a une aventure et il y a un enfant qui est conçu. Mais elle ne divorce pas. Donc elle reste dans son couple, avec peut-être une aventure qui se prolonge ou pas. Peut-être qu'elle ne dit même pas à son amant qu'elle est enceinte. Voilà. Hein, donc là, la filiation, elle est faussée dès le départ. Peut-être qu'il va y avoir un père officiel qui croit que c'est son enfant. Ça peut être aussi une solution pour certains pères qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui ne peuvent pas concevoir. Donc, dans le foyer éducateur, le père est impuissant, par exemple, à faire des enfants, et la mère a une aventure bien heureuse qui fait qu'il y a un enfant qui est quand même dans le couple. Voilà. Il peut y avoir ça. Hein. On peut voir tout. Il y a toujours quelqu'un qui est plus ou moins trompé. Et derrière cet enfant, il y a la notion de tromperie, de se faire, entre guillemets, avoir. Voilà. Alors, dernièrement, j'ai eu le cas d'une femme qui n'a pas pu se marier avec celui qu'elle aimait. Le clan ne voulait pas, plein de raisons. Voilà. Et donc, cet amoureux quitte le pays
Ils couchent ensemble une dernière fois et elle est enceinte. La veille ou l'avant-veille du mariage avec un autre. Donc, elle se marie, le mari élève cet enfant, etc. Voilà, comme les autres enfants qu'il a eus. Mais cet enfant, pour ce père éducateur, elle est particulière, cet enfant. Elle a quelque chose qu'il ne comprend pas forcément. Et cet enfant est en rébellion avec lui, tout le temps, depuis toute petite. Voilà. Hein. Et donc là, il y a derrière la colère que certains parents peuvent ressentir pour cet enfant atypique, il peut y avoir le sentiment que, ben, entre guillemets, on leur a fait à l'envers. Et c'est une expression d'ailleurs que j'entends. Voilà. Hein. Oh, on me l'a imposé. Oh, mais voilà. C'est un petit peu ça, en fait. Et derrière cet enfant, il y a ça aussi. Après, il peut y avoir un enfant, là on en a beaucoup, né pendant la guerre d'une relation avec un ennemi, par exemple avec un Allemand quand on est en France pendant la guerre, alors que le mari est prisonnier ou à la guerre ailleurs, etc. Donc voilà, là s'ajoute sur l'enfant de la faute la notion d'ennemi, de trahison au pays, à plus grave que la trahison au mari. Et donc, on a entendu des mots, hein, la collaboration horizontale, etc. Mais ça veut dire aussi on ne va pas dans le clan reconnaître certaines belles histoires d'amour. On a du mal à accepter qu'une Française, par exemple, ait couché avec un Allemand, alors que les Allemands nous tuaient. Mais ils n'étaient pas tous ainsi. C'était aussi des hommes en difficulté. Voilà. Donc, il va y avoir cette difficulté-là supplémentaire. Et puis, le retour du mari. Il y a certains Allemands qui ont été punis d'avoir couché avec des Françaises et d'avoir fait des enfants. Et donc, on les a envoyés au front à l'Est, se faire tuer, hein, en clair, hein, c'était évident. Donc, le mari revient avec un enfant qu'il ne connaît pas. Et là, ça peut être compliqué ou joyeux. Ça dépend. Il y a eu des belles rencontres à ce moment-là. Bon. Mais c'est vrai il y a un questionnement, il y a voilà, de la tromperie. Et pour rétablir la confiance entre le couple et puis les parents avec l'enfant, ça va être compliqué. C'est un enfant qui peut être très sensible aux mensonges, aux cachotteries, voilà, très épidermique à ces notions-là. Voilà. Bon, Alors là, on a... aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers qui s'ouvrent pour les enfants franco-allemands, par exemple. C'est des reconnaissances de filiation qui se font. Voilà. On a quand même pas mal de retours par rapport à ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, même si ça a encore lieu, hein, des enfants qui naissent d'adultère, ça fait partie encore du quotidien et l'idée n'est pas d'y installer quelque chose de négatif dans le regard. Chacun vit la vie comme il peut la vivre. Complètement. C'est ça qui est important, c'est pouvoir se dire, cet enfant, il va être porteur d'informations et Oui, qu'est-ce que ça active en lui? C'est ça qui est réellement important. C'est-à-dire que là, on a mis en exemple des cas d'enfants pendant les guerres, des cas d'enfants hors mariage, peut-être même le premier-né hors mariage ou avant mariage, oui, les conséquences réelles sur ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur de cet enfant, quelles sont-elles? Comment est-ce que l'enfant arrive à se construire? On parlait de sentiment de justice ou peut-être oui, avoir un fort sentiment épidermique, une aversion aux mensonges ou aux cachotteries. En plus de ça, l'enfant qui naît dans cette position d'enfant d'adultère, qui a porté l'information déjà pendant toute la phase intra-utérine aussi,
parce que ça, oui, c'est souvent encore un petit peu oublié, mais c'est aussi une réalité. Qu'est-ce qui se passe dans son quotidien? Comment est-ce que cet enfant arrive à construire son clan et déjà, est-ce qu'il y arrive? oui. Oui, oui. Alors après, c'est des personnes qui peuvent être, euh, comment dire, tiraillées dans leurs histoires amoureuses, par exemple. S'il est issu d'une belle histoire d'amour, il est conçu sur un acte d'amour. Et puis, le, le père éducateur apporte autre chose, une autre valeur dans sa vie. Ça peut être des enfants qui deviennent adultes et qui ont peur de l'engagement, ou alors qui ont des difficultés à faire le choix entre deux personnes, homme ou femme. Ça peut être des personnes qui sont toujours dans une nostalgie du romantisme, du sentimentalisme, d'une belle histoire, etc. Parce qu'en fait, leurs cellules vibrent sur quelque chose qui est de l'ordre de l'amour parfait, qui n'a pas été, qui n'a pas pu se vivre au grand jour. Donc voilà, ça peut être ça aussi en termes de transmission. Bien sûr qu'ils se construisent. Ils seront peut-être alors, ils peuvent être, par exemple, très jaloux, parce qu'en fait, comme ils sont issus d'une histoire cachée, eh ben, eux, ils seront très sensibles à surtout ne me cache rien. Ça peut être des personnes qui peuvent être dans une dualité. Euh, il y en a qui me disent, moi, je m'engage un petit peu et puis je fais marche arrière. Voilà. Alors, ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan amical. Ils ont toujours peur de se faire avoir. Voilà. Ça peut être voilà, une des conséquences. C'est des personnes qui peuvent avoir beaucoup de mal avec la fidélité ou alors qui sont fidèles à tout train, pas tout le temps, tous les secteurs, sans réfléchir de trop, parce que sinon, ça leur fait perdre pied. Ils peuvent en vouloir à leur mère d'avoir vécu quelque chose, de lui avoir caché. Peut-être aussi que si le couple n'est pas heureux, le couple éducateur n'est pas heureux, peut-être qu'ils en veulent à leur mère de ne pas avoir divorcé pour partir avec le père biologique. Ça peut être ça aussi. Hein, donc, c'est des personnes qui vont être en quête d'authenticité. Et puis, une fois qu'ils mettent au clair leur histoire, ben, ils retrouvent une certaine base. Ils savent d'où ils viennent. C'est des enfants très jeunes qui peuvent cultiver leurs différences s'il y a d'autres frères et sœurs issus du couple éducateur. Ils peuvent se sentir atypiques et faire pas comme les autres. Cultiver ça, comme si c'était en fidélité avec ce père qu'ils ne connaissent pas, biologique. Hein, donc ça, c'est intéressant, je le vois souvent. Ah oui, mais moi, je suis pas pareil. Voilà. Là, on parle d'histoire d'amour. Par contre, quand Mm. il y a adultère et non-histoire d'amour en parallèle, c'est-à-dire ça peut être une relation du moment qui aura généré un enfant issu donc dans le mariage, mais hors mariage finalement. Et C'est ça. là, c'est encore différent parce que finalement, il n'y a pas d'histoire d'amour derrière, donc il n'y a pas d'idéalisation potentielle ou possible dans ce cadre-là. Sauf si l'aventure est vraiment une aventure amoureuse où la femme hésite à partir. Et il y a ça. Et il y a aussi le cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a différents cas de figure. Il y a tellement de cas de figure comme à chaque fois on ne peut pas Ouais, tout explorer. J'essaie de non, trouver des angles peut-être les plus tordus ouais. possibles pour que chacun puisse s'y retrouver. Et Regardez dans un viol. oui, j'allais sans aller jusqu'à l'agression, j'allais aussi peut-être vraiment des fausses relations Hmm, adultérines avec des personnes hmm. toxiques, malsaines. Donc l'enfant est aussi porteur Ah oui, inconsciemment de ces gènes observables malsains. Et comment est-ce que l'enfant, même si il arrive à être au courant au cours de sa vie dans ses recherches, dans les informations qu'on lui aura transmises, oui.
voilà, comment ça se passe? Est-ce que quelque part, il peut y avoir aussi un rejet épidermique de cette famille Oui, biologique par rapport peut-être oui, à un regard assez malsain de comportement? bien sûr. Oui, 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 oui. Euh, L'enfant, dès les premières cellules de conception, de sa conception, vont porter la dimension de la rencontre entre son père et sa mère. Et c'est vrai que si sa mère s'est laissée, entre guillemets, avoir, elle est victime d'un manipulateur, par exemple, l'enfant va être conçu, fabriqué, j'allais dire torturé par ces mémoires-là. Voilà. Et il peut se laisser déborder par des émotions qui ne lui appartiennent pas, mais qui n'appartiennent pas non plus à sa mère et au clan qu'elle constitue avec le père éducateur. Et donc, il peut y avoir des réactions déboussolantes, hein, pour toute la famille, de voir cet enfant qui peut être pétri de colère à certains moments pour certaines choses. Et ben peut-être que ça vient de la conception du père biologique qui fait que ces gènes circulent, ces émotions qu'il n'a pas exprimées, sa façon de vivre, etc. Donc cet enfant, il peut être tellement différent que ça peut le déboussoler et le perturber, en fait. Hein, ça, c'est important aussi de le noter. Ouais. Parce que on prend souvent en Euh, compte, on prend souvent en compte finalement ben, les regards sur les parents et ce que vit l'enfant lui-même issu de ces cas de figure, soit de ses relations amoureuses hors mariage, soit d'agression, tu parlais de viol par exemple, oui, soit en situation de guerre, période de oui, conflit, soit ben, d'un oui, père toxique, du moins d'un père biologique toxique ou autre. Voilà. Encore une fois, les exemples sont tellement variés, tellement vastes. Souvent, on va orienter bien le sûr. regard sur les parents, même la culpabilisation va être portée sur les parents. Et l'enfant, dans tout ça, qui lui est porteur de toutes ces informations et qui va les transmettre à un moment donné dans son existence, que ce soit par une descendance euh, directe ou Mm, une descendance latérale dans les fratries ou autre, il y aura toujours une information mm, qui va en découler. C'est ça qui est aussi à complètement. observer, qui est très important, c'est que ressent, ce que ressent, c'est même pas que, c'est ce que peut ressentir l'enfant ou Oui, l'adulte en fonction de quelle période, à quelle période il a l'information et comment oui, ça peut s'amorcer dans sa vie, parce que ça peut déconstruire aussi une vie. oui. Alors, plus la famille éducative va parler honnêtement et franchement de la filiation de cet enfant, plus il aura des informations et une solidité, une confiance qui peut s'installer là. Si il sent qu'on lui masque des choses, par exemple, la mère qui ne veut pas avouer qu'elle est tombée dans les mains d'un manipulateur, par exemple, qu'elle s'est fait agresser. Hein, il y en a qui ont beaucoup de honte à ça. Eh bien, l'enfant, il aura un peu plus de difficultés. Plus on va lui donner des éléments, mais c'est comme dans toute quête, hein, plus on répond à nos questions généalogiques, plus on va être nourri et moins on aura de questions supplémentaires, puisque on, c'est satisfaisant. L'enfant qui sera le plus en difficulté, c'est si il sent qu'on lui cache encore des choses. Une mère qui rencontre un manipulateur, elle est victime. Euh, il faut voir que c'est pas par hasard s'ils se rencontrent et que si elle est victime d'un manipulateur, c'est que peut-être dans sa famille, dans son clan à elle d'origine, il existait de la manipulation. Et donc, on est sensible à répéter certaines choses quand elles ne se sont pas suffisamment éclaircies et nettoyées et transformées, en fait. Donc, voilà, ça, c'est important aussi de le noter. C'est vrai que l'enfant issu de ce couple
là où il y a par exemple de la violence, etc., il peut être débordé de violence à son tour sans savoir pourquoi. Et là, il faudra que les parents éducateurs soient suffisamment conscients, j'allais dire intelligents, mais aussi aimants, pour oser dire la vraie histoire, pour que cet enfant il soit enfin délivré. Moi, j'ai eu le cas là dans une fratrie hein, au niveau des arrière-grands-parents où l'aîné était conçu et né hors mariage. Et en fait, on ne sait pas qui est le père. Et après, donc, cette maman qui était donc fille-mère se marie. Alors, on ne sait pas si c'est le père qui l'épouse, je ne pense pas. En tout cas, il y a eu d'autres enfants avec des prénoms qui ont changé. La première porte un prénom un peu particulier par rapport aux autres noms choisis pour les enfants suivants. Hein, ça, c'est aussi une des particularités. Il y a un enfant qui peut avoir un prénom atypique ou qui semble atypique. Voilà. Et cet enfant, en plus elle grandissait et en vieillissant, tout le monde la disait acariâtre, pas facile, ronchon, etc. Eh bien, en fait, quand on a compris qu'en fait, elle était issue on ne sait pas de qui, qu'en fait, elle se sentait vraiment à part et l'enfant de la faute, avec un changement de nom de famille à 4 ans, ben, c'est très compliqué. C'est hyper compliqué pour le village de changer de nom comme ça à 4 ans. C'est très douloureux et ça peut être très culpabilisant. En fait, ça montre l'enfant de la faute. Voilà. Et cette femme, en vieillissant, eh ben, elle portait cette inscription-là. Alors, je parle de cet exemple, mais il y en a plein comme ça, en fait. Hein. Euh, il y en a plein encore aujourd'hui quand ils font leur arbre au niveau des grands-parents et des arrière-grands-parents. Note le prénom du grand-père, par exemple, Pierre, enfant bâtard. C'est noté. Parce qu'en fait, c'est dit comme ça dans le clan. Et donc, quand on est enfant de bâtard, eh bien, il y a une non-solidité qui s'installe sous nos pieds, une honte. Et Boris Cyrulnik, il parle très bien de la honte d'avoir honte de ses parents. Là, en l'occurrence, c'est exact. La honte d'avoir un père bâtard reconnu comme ça et noté, en fait. Hein. Donc, ça peut être noté inconnu, père inconnu. C'est violent hein, quand on y pense. Euh, c'est donc bâtard, c'est souvent reconnu. Mère célibataire, fille-mère, voilà. Et donc voilà, ça va être voilà dans dans ces mots qui se transmettent encore aujourd'hui, où là on voit la souffrance. Et puis ce que tu dis, c'est très juste et on l'oublie encore très souvent, c'est-à-dire que l'enfant va se construire en fonction des piliers qu'il peut Oui, avoir dans l'éducation. Alors, ces piliers, ils peuvent prendre plusieurs visages. Le premier visage, on va parler du père et de la mère. Après, ça peut être les grands-parents, ça peut être la fratrie, ça peut être des oncles, des tantes, des parrains, des marraines. Voilà, oui, chacun peut y trouver oui, un petit peu son compte. C'est ça, c'est que en fonction de ces piliers éducateurs, l'enfant peut avoir ou pas de bonnes bases et ainsi reproduire soit un schéma qu'il ne comprend oui, pas, oui, soit développer un clan suffisamment fort parce qu'il aura réussi à avoir des bases solides et stables à un oui. moment donné. Et c'est ça. Moi, j'ai une question qui peut paraître absurde parce que je pense qu'elle n'a pas de réelle réponse, mais je vais quand même te la poser. C'est doit-on ou pas dire à l'enfant qu'il est issu d'une relation adultère? Est-ce que un enfant, et je parle de l'enfant, est-ce que l'enfant est dans l'aptitude de recevoir cette information et si oui, qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de lui? Hmm. Alors,
on a le droit de savoir et de connaître son histoire pour transmettre à ses enfants ce qui est. Après, le secret, tous les secrets doivent être d'abord, avant d'être transmis, digérés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme disait un ancien Schussenberger, on ne peut pas balancer une patate chaude à quelqu'un. C'est pas possible, il se brûle. Et il sait même pas pourquoi il se brûle. Donc l'idée, c'est de pacifier déjà en nous l'information. Et ça peut prendre des mois, voire des années. Avant de diffuser l'information à Pierre, Paul ou Jacques, savoir est-ce que c'est nécessaire pour eux. Pour revenir à l'enfant. L'enfant, lui, il est peut-être demandeur. Moi, j'avais rencontré une jeune femme. Elle, depuis tout petite, à 2, 3 ans, elle disait, tu n'es pas mon père, tu n'es pas mon père. Et elle grandit, elle grandit. Et à plus de 40 ans, à force d'insistance, elle revenait à la charge régulièrement. Sa mère lui a enfin avoué que, en effet, c'était pas son père qui l'avait élevée. Eh bien, ça a posé tout de suite. Alors, il y a eu une période de froid, de distance, de colère, d'incompréhension. Et après, ça a vraiment posé les choses dans sa vie. Elle s'est sentie tranquille. Elle avait ça en tête depuis tellement d'années. C'est comme quand on tourne un film dans notre tête, hein. Ça prend toute la tête, ça prend l'énergie, ça prend du temps. On est ailleurs, on est distrait, etc. Et quand on sait, ah, je m'en doutais, eh ben, ça pose quelque chose à l'intérieur. Et on peut continuer à déployer notre énergie pour d'autres choses. Quitte à faire après une enquête sur le père biologique ou pas. Ça, c'est un autre volet. Mais l'idée, c'est que ça apaise quand même. Et l'enfant, de toute façon, il sait si on lui ment ou pas. Il sait si on lui raconte des histoires. Il le sent au fond de lui. Alors, il y en a qui vont avoir plus besoin que d'autres. Ça dépend après le clan et comment il a vécu dans le clan. Ça dépend aussi, on parlait tout à l'heure des oncles, des tantes, des voisins, etc., de l'entourage sécure qu'il a construit. Et il a peut-être peur de, voilà, de tout remuer et de tout bousculer, de déséquilibrer du coup ce qu'il a pu équilibrer dans sa vie. Alors, voilà, il y en a qui disent, ben non, moi ça me satisfait, je sais que j'ai un père biologique et c'est tout. Puis il y en a d'autres qui vont partir en quête. Ça, c'est selon leur histoire. Voilà, hein. Mais de toute façon, je pense, moi, sincèrement, que on sent quand on nous raconte des histoires et que peut-être que c'est bon de le dire. Après, il faut choisir le jour, l'âge, voilà, être en paix avec soi déjà pour transmettre, s'attendre à des réactions un petit peu difficiles, s'attendre à beaucoup d'amour aussi. Voilà, hein. Donc, voilà, il y a des belles choses aussi, mais faut penser, on pense à l'enfant, mais faut se dire aussi que la mère, elle est beaucoup dans la culpabilité aussi, hein. Elle est dans une grande souffrance de cacher, hein. Cacher un secret, ça maintient une énergie phénoménale pour pas se louper, jamais. Et donc, voilà, il peut y avoir des mamans, par exemple, j'avais eu le cas d'une histoire, des mamans qui s'effondraient une maman qui s'effondrait quand elle regardait un film, chaque fois qu'il y avait un problème de filiation. Et donc, elle pleurait, elle pleurait. Et donc, les enfants avaient remarqué que c'était bizarrement, c'était de ces films-là, et les autres non. Et pourtant, il y avait des choses émouvantes ailleurs. Voilà, ben donc ça interpelle. Le secret, il est là pour être parlé un jour ou l'autre. De toute façon, on est toujours là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une information est tue, n'est pas transmise, quelle qu'elle puisse être, elle génère des conséquences. Et Oui, ces conséquences, elles ont plusieurs visages, jamais très positifs. Elles peuvent bien sûr apporter des fois des changements et des forces inconnues, mais très souvent, elles ne sont jamais très positives. C'est vrai qu'on a pas mal mis en avant les enfants issus d'adultères, mais c'est vrai, c'est important aussi de soulever que les mamans peuvent souffrir, elles, de cette culpabilité
quelle que soit la raison de l'adultère, que ce soit Le une contexte, histoire ouais, d'amour, que ce soit un contexte politique, que ce soit un contexte d'agression, que ce soit des oui, contextes de manipulation, oui, de faux semblants, quel que soit le contexte, il y a toujours au fond de soi cette culpabilité peut-être par rapport au conjoint ou oui, culpabilité avec soi-même et culpabilité bien sûr avec l'enfant, peut-être pas consciente par rapport au clan, parce qu'on oui, est souvent désinformé par rapport à notre place dans le clan et l'importance du clan que l'on peut porter sans s'en rendre compte. Il y a ça oui, aussi. c'est vrai, oui, C'est ça tout à qui fait. est aussi à préciser. Juste une toute petite dernière question avant de finir, parce que le temps défile à une vitesse considérable. Là, on a parlé de situations avec amour. Qu'en est-il dans des situations de vie où c'est compliqué parce qu'il va manquer, l'enfant peut manquer dans sa vie familiale d'amour. Hmm. Euh, il peut y avoir un réel manque de tous les côtés, c'est-à-dire être un enfant issu d'adultère, mais par contre manquer d'amour d'un côté et être rejeté de l'autre. Comment ça se passe? Oui, 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 oui. Ben, cet enfant, il porte en lui hein, la souffrance. Il va être peut-être plus difficilement dans la transformation de ce qui lui a été transmis. Hein. C'est vrai que ça sera peut-être plus douloureux pour lui et peut-être qu'il n'aura pas la force de transmuter tout ça. Il y a peut-être cette plus grande difficulté pour ces enfants-là. En tout cas, ce que je pourrais, pour clôturer, je pourrais dire, c'est que beaucoup témoignent et je trouve aussi qu'il y a une richesse. Euh, et au-delà de la faute de la maman, etc., du contexte culpabilisant, il y a deux familles qui vivent en nous. Et donc, cet enfant-là peut avoir une richesse assez insoupçonnée de talent qui lui est transmis. Donc, on peut, voilà, positiver en disant ça. Et je clôturerai même en disant qu'il est même possible d'avoir trois familles et de Mhm. se nourrir de trois richesses différentes et que des fois, la magie de la vie étant souvent insoupçonnée, un clan, dans son ascendance, peut adopter Oui, un descendant qui n'est pas de son sang. oui, Et là aussi, c'est dans la beauté du geste, c'est dans la beauté de l'énergie qui est déployée derrière, que ce soit par une dimension de protection, peut-être qu'un enfant a plus besoin de naître dans telle famille, parce que dans telle famille, il sera plus oui, protégé, ou oui, alors il apprendra certaines choses qu'il n'aurait pas appris à côté. C'est oui, pouvoir aussi euh, que chacun arrive à y puiser ce qui est important dans le ici et maintenant et pouvoir se dire que être enfant d'adultère n'est pas une tare, n'est pas une fatalité et que c'est déjà une belle base à sa portée de se dire que plutôt que de coller une étiquette, de oui, s'auto-coller une étiquette ou de se laisser porter une étiquette, c'est plutôt dire je suis oui. peut-être avec un clan, deux clans, trois clans Voilà, ou un nouveau multiple. clan. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Une transformation de cette idée-là qui est pesante pour l'amener vers du plus beau et du plus joyeux. Oui. Hmm. Eh bien, encore une fois, je te remercie, Hélène, de ce beau Merci. partage, de ces beaux témoignages et de cette fluidité avec laquelle tu nous emmènes un petit peu sur des sujets souvent sensibles. Je rappelle à tous, je mettrai comme d'habitude les liens en barre de description sous la vidéo. Donc, Hélène, tu accompagnes, tu fais des conférences, tu proposes des stages, tu proposes des ateliers, tu proposes des vidéos comme celle-ci sur d'autres chaînes aussi. Je mettrai les liens en barre de description. Et de toute façon, nous aurons Merci. l'occasion de nous retrouver pour d'autres sujets tout aussi passionnants. N'hésitez pas en commentaire si vous souhaitez que Hélène aborde des sujets en particulier. Ça pourrait être Avec l'occasion plaisir. d'ouvrir un peu plus le champ des Oui. possibles. Encore une Merci. fois, Hélène,
Merci, merci infiniment. Je rappelle, donc tu es détective des mémoires transgénérationnelles familiales, tu es conférencière, tu es auteur, tu es formatrice, tu fais beaucoup de choses, beaucoup, 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 beaucoup. Merci. Et tu me fais l'honneur de partager ces vidéos sur cette chaîne et déjà, c'est une grande gratitude. Merci à toi, Daniel. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. À Merci, très au revoir. vite. À très vite.